Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de SDR et radiologiciel. Alors, je comprends que dans la communauté... alors moi, je suis pas... J'ai mon certificat radioamateur que François m'a fait passer il y a 10 ans, mais j'ai jamais communiqué. Donc, mon indicatif F4HOA, vous l'avez jamais entendu. Le jour où vous l'entendrez, vous vous direz, ça, c'est une sacrée exclusivité. Donc, je suis un peu en dehors de la communauté, hein, je dois bien l'avouer. Du coup, la radiologicielle et la SDR, je crois comprendre que c'est un peu un sujet de polémique dans votre communauté. Alors, moi, je vais vous parler de ça de façon complètement extérieure pour donner des infos et vous en prendrez ce que vous voulez et chacun y trouvera un petit intérêt, ne serait-ce qu'à mieux comprendre d'où ça vient. Alors, la radiologicielle, c'est quoi ? Et le mot SDR va arriver, l'explication de l'appellation SDR va arriver plus tard. Donc c'est une technologie pour réaliser des émetteurs et récepteurs radio. Et c'est une approche, comme vous le savez, je pense, tous, basée sur l'informatique, donc qui va être à base d'utilisation d'un ordinateur. Alors, ça a été rendu possible depuis les années 90 grâce au progrès technologique des processeurs, enfin, je vais en parler. Alors, c'est un sujet qu'on étudie en recherche depuis une trentaine d'années. Je vais dire d'où vient l'origine et qui est utilisé par les radioamateurs, à mon sens, d'après ce que j'ai vu depuis le début des années 2010. Maintenant, vous pouvez éventuellement me corriger là-dessus, si c'est plus tard ou plus tôt, d'après vous. Plus tôt. Et tu dirais quelle époque ? 2005 ? Ouais. Ouais, voilà, quand GNU Radio a commencé à sortir, alors je vais en parler un peu. Alors avant, moi j'avais commencé à travailler là-dessus, il faut savoir qu'un récepteur, alors déjà il n'y avait pas d'émetteur, et qu'un récepteur ça coûtait des centaines de milliers d'euros, quoi. C'était en gros du matériel militaire d'espionnage. Donc pour vous dire, c'était pas des trucs qu'on trouvait sur étagère et accessibles facilement. Et effectivement, à partir de GNU Radio et puis aussi des cartes USRP, qu'on commençait à faire des choses... à bas prix, alors bas, les USRP, on va voir que c'est quand même encore un peu haut, ça commence à se démocratiser. Alors, du point de vue de l'industrie, ça rentre peu à peu dans l'industrie. Il y a des industriels qui, eux, ont déjà utilisé ça il y a une quinzaine d'années, et puis il y en a qui découvrent maintenant. Par exemple, le CNES, l'an dernier, on a envoyé un de nos étudiants en stage au CNES qui leur a fait un récepteur software radio pour quelques milliers d'euros, alors qu'ils utilisaient du matériel de gros industriels français de l'armement qui leur vendaient ça 200 000 euros. Ben, eux, pour 3 000 euros, ils ont réussi à faire des choses. Alors, attention, toute proportion gardée, je ne peux pas prétendre que ça a la même sensibilité et tout, la même qualité, mais ils ont réussi à faire un récepteur avec un stagiaire au bout de 3 mois, un récepteur software radio de liaison satellite. Alors, bien sûr, la radiologicielle, pourquoi tous les industriels ne l'utilisent pas ? C'est tout simplement parce qu'il y a certains contextes où ça n'a pas d'intérêt, ou en tout cas, c'est pas rentable. C'est-à-dire que soit ça coûte trop cher, ou soit ça consomme trop. Mais par contre, dès que c'est possible, les industriels ont tout intérêt à y aller, quoi. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors, en gros, c'est quoi la radiologicielle ? C'est que jusqu'à présent, pendant 100 ans, on a fait des émetteurs ou des récepteurs radio en soudant des composants électroniques connectés à la queue leu-leu. Bon, c'est exactement le schéma qu'on a vu avant. Alors j'ai mis connecté à la queue leu-leu pour expliquer. Bon, voilà, ça sort d'un composant, ça va dans celui d'après. C'est une résistance, c'est un transistor ou c'est un filtre. Voilà. Et tout ça, on le fait sur une carte électronique qu'on appelle un PCB. Et souvent, ce qui en sortait, c'est que chaque appareil que l'on fabriquait était dédié à une application donnée. Donc, souvent, il fonctionnait avec une modulation unique et dans une bande unique. Alors, comme un récepteur TV, il est capable d'aller dans plusieurs bandes, mais il est dans la bande TV. Un récepteur radio FM, pareil, il sait fonctionner de 88 à 108 MHz. Un téléphone sans fil de la maison, il sait faire téléphone sans fil, point à la ligne.
Alors l'approche radiologicielle, qui donc est sortie ou est utilisée, on va dire, depuis à peu près 25 ans, là maintenant, on a une approche informatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un ordinateur avec un périphérique. Alors ce type de périphérique, j'en ai amené, et puis on pourra s'amuser tout à l'heure, ceux qui veulent à les utiliser. Ça peut être soit, je vais vous parler des clés RTL SDR, qui se branchent sur le port USB, ou ça peut être des HackRF, là aussi, elles aussi se branchent sur le port USB. Et donc ce périphérique, je vais vous montrer qu'il fait la conversion de fréquence. Donc en gros, en réception, il reçoit des échantillons, enfin il reçoit un signal à une fréquence radio, et lui, il les transfère en bande de base, et à ce moment-là, quand on transfère en bande de base, on est sur 2 voies I et Q. J'espère qu'en disant ça, je ne dis pas des gros mots pour vous, mais on reçoit en gros des signaux numériques sur 2 voies. Ça permet de faire toutes les modulations. Il y a certaines modulations où on pourrait utiliser qu'une seule voie, mais avec les 2 voies, on fait toutes les modulations. Donc on appelle ça une carte SDR, et on la branche à un ordinateur. Paf, on la branche à un ordinateur, et c'est maintenant l'ordinateur qui va faire les calculs, parce qu'en fin de compte, ce que faisaient vos composants électroniques, ce que font les composants électroniques, ce sont des calculs, hein, ni plus ni moins. Ben là, on va les faire en numérique, et ce coup-ci, c'est l'ordinateur qui va les faire. Donc l'avantage, c'est qu'on peut les programmer, ces calculs. Donc une fois que je reçois les échantillons, soit je veux regarder le spectre, ben je programme un analyseur de spectre. Donc en gros, je fais une FFT, un affichage. Soit je veux démoduler le signal, si c'est un signal FM, je vais programmer mon démodulateur FM, c'est-à-dire que je vais faire les mêmes calculs mathématiques que font les composants électroniques que vous connaissez, et la formule que vous appliquez quand vous faites tourner votre transistor, là, il faut juste la programmer mathématiquement, donc retrouver l'équation que ça fait et la mettre. Et donc, sur l'ordinateur, on va faire tourner un logiciel pour faire tourner ça. C'est ce que j'ai appelé un environnement logiciel SDR, ou j'ai appelé ça aussi une IDE plus tard, histoire de prendre moins de place. Et alors là, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a une espèce de démodulateur universel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ramenez les échantillons IQ en bande de base dans votre ordinateur, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si vous recevez un signal AM, vous faites un démodulateur AM. Si vous recevez un signal single sideband, vous faites un récepteur single sideband. Si vous faites... Alors ensuite, bien sûr, vous ne pouvez pas attaquer toutes les fréquences, vous ne pouvez pas attaquer toutes les largeurs de bande possibles, vous ne pouvez pas attaquer tout ça parce que chaque carte a ses limites. D'accord ? Donc, ensuite, les limites de ce récepteur universel, ce sont celles de votre carte SDR. Mais on va voir que ces cartes-là, qui sont des cartes bon marché, ont déjà des capacités assez exceptionnelles. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en technologie radiologicielle, les traitements, les calculs, qui étaient avant faits par des composants électroniques câblés, eh bien maintenant sont effectués par des composants électroniques numériques, donc un processeur. Alors, il se trouve que des fois, certains des calculs, on ne peut pas les faire par un processeur, on les fait par d'autres composants électroniques très performants qui sont des ASIC ou des FPGA. J'ai mis la signification en bas de ce genre de circuit. Si vous voulez, si vous avez des questions, je pourrai en parler après. Toujours est-il que du coup, maintenant, vous allez avoir un système très flexible. Donc, le gros avantage de la radio logicielle, c'est la flexibilité. Avant, on avait un appareil dédié pour une application. Maintenant, avec une radio logicielle, on peut, a priori, attaquer tout un tas d'applications, de démodulateurs, avec un seul appareil. C'est le gros avantage. Vous comprenez que pour les industriels, ça peut avoir des avantages aussi. Alors, c'est pas tout ou rien, c'est pas on fait 100% analogique puis on passe tout en radio logiciel, c'est progressif, et suivant chaque cas, la progression va se faire plus ou moins lentement ou plus ou moins en totalité. Et les anciens systèmes radio fonctionnent très bien toujours, et quand on passe une petite partie en numérique, c'est parce qu'on en tire un intérêt, autrement on les laisse comme c'était avant, quand ils marchaient très bien. Alors,
Là, je vais partir sur des données un peu plus académiques. Donc, la personne qui a inventé le mot radiologiciel, enfin software radio, c'est Joe Mitola. Hein. En 1992, il a publié le premier article qui utilise ce mot-là. Et c'était issu de ses travaux qu'il faisait dans des entreprises américaines, c'est un Américain, et des entreprises de l'armement. Typiquement, la radiologicielle, c'est un sujet issu des projets militaires américains. Les projets militaires américains des années 70, dont Speakeasy a été l'un des principaux projets, dans lequel Joe Mitola et toute cette mouvance militaire américaine a travaillé. Et c'est eux qui sont arrivés à on va dire, à ce formalisme, à ce passage de la radio, on va dire, plus analogique vers la radio plus numérique, et qui ont appelé ça software radiologiciel. Alors Joe Mitola, on l'a fait venir dans notre laboratoire en 2010, et là par exemple on voit une photo de lui avec les doctorants de notre labo. Et c'est à l'époque aussi, on a écrit le seul bouquin qui existe en français sur la radio logicielle, mais ça reste un bouquin recherche, c'est pas un bouquin fait pour utiliser la radio logicielle. Ça parle des sujets de recherche autour de la radio logicielle. Cela dit, ça peut vous intéresser comme livre de chevet. Il y en a plein d'exemplaires à la BU, ici notamment. N'allez pas l'acheter, il coûte 120 € et vous n'arriverez pas à faire un seul circuit avec. Hein. C'est pas du tout fait pour ça. Mais si vous avez une peu de curiosité, que ça vous intéresse, c'est le seul bouquin en français qui en parle. On l'a fait avec les collègues du labo. Donc Joe Mitola, dans cet article, il dit quoi? Il dit ce que serait une radio logicielle idéale. Il a ce schéma-là. Et en fin de compte, en 1992, il dit, pour qu'on arrive à ça, c'est-à-dire mettre une antenne, des convertisseurs, faire tout le calcul en radio, eh bien, il faudrait que 3 technologies... Enfin, pour ça, on va pouvoir faire ça, envisager ça, parce qu'il y a 3 technologies qui, depuis les années 80 et en ce début des années 90, explosent complètement. Ce sont les processeurs. Bon, là, c'est la grande période de l'augmentation de la vitesse des processeurs de chez Intel. Les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à cette époque-là, les convertisseurs, ils convertissaient de la voix. Donc, ils convertissaient jusqu'à quelques dizaines de kilohertz. Et puis là, on va réussir à les faire aller jusqu'à des dizaines de mégahertz. Puis on va voir que maintenant, on est à plusieurs gigahertz. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez convertir toute la bande radio, entre guillemets, d'un coup. Et puis, les progrès du logiciel, bon, c'est toute la belle époque de Microsoft et tout. Alors, si je reprends le schéma de Joe Mitola, en fin de compte, le concept de software radio, c'est quoi? C'est en réception, numériser au plus proche de l'antenne. Donc, en gros, une software radio idéale, ça serait une antenne, on met un convertisseur derrière, numérique, et ensuite on fait que du calcul numérique. Alors, bien sûr, c'est pas possible, hein. Il faut des filtres, il faut des amplis, LNA en réception et tout. Mais le concept est là. Et puis, en émission, c'est le concept inverse, hein. On fait tout en numérique, on rentre dans un DAC et on émet. Alors bien sûr, il faut toujours des power amplifiers, donc des amplis de puissance, il faut toujours des antennes. Donc la partie analogique ne disparaît pas, elle est juste plus réduite. Par contre, il faut qu'elle soit large bande, donc elle est plus compliquée à concevoir. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'analogiciens et qui vont faire des choses de plus en plus compliquées. Mais par contre, il y a beaucoup des calculs qui étaient faits avant en analogique qu'on peut faire en numérique. Alors, je tempère ça, hein. Ça c'est la théorie. Et puis, tant que la technologie existante ne peut pas atteindre les performances que l'on souhaite à un prix raisonnable, parce qu'à un prix infini, on peut faire n'importe quoi. Hein. Moi, il y a 20 ans, j'ai vu des convertisseurs à 20 gigasamples par seconde, mais il fallait qu'ils travaillent à moins 270 degrés. C'était en supraconducteur. Donc, tout est possible. Après, il faut voir le prix que ça coûte. Donc quand, avec la technologie existante, on ne peut pas faire ce truc idéal, on ne peut jamais le faire, mais s'en rapprocher, on fait une espèce de version à moitié software radio, à moitié radio normale. Et ça, on appelle ça le Software Defined Radio, et c'est ça qui donne SDR. Donc le mot SDR, l'appellation SDR que vous connaissez, ça vient de là. Alors, il n'y a que les chercheurs que ça intéresse, hein, ce genre d'histoire. Vous vous en foutez, SDR égale radiologiciel. Mais c'est juste pour vous dire d'où vient le mot SDR dont vous entendez parler partout. Donc, une SDR, c'est donc une radiologicielle qui donne une certaine flexibilité, même si elle utilise encore des composants classiques, qui peuvent être des composants analogiques,
ou des traitements numériques qui ne sont pas sur un processeur pour faire tourner du logiciel, mais qui peuvent être ce qu'on appelle des composants numériques, d'électronique numérique comme les FPGA et les ASIC. Voilà. Alors, dans son article de 1992, si on rentre un peu plus dans les technologies, Joe Mitola, il parle de convertisseurs analogiques numériques à 650 mégabits par seconde sur 8 bits, 600 mégas samples par seconde, donc 650 millions d'échantillons par seconde sur 8 bits. Et une bande analogique, c'est-à-dire dans quelle zone on peut aller chercher notre signal, de 150 MHz. C'était déjà, quand il écrivait ça, c'était déjà des composants exceptionnels, c'était pas des composants normaux. Les composants normaux à l'époque, c'était des composants qui avaient une bande, qui fonctionnaient à 50 mégasamples par seconde sur 8 bits, et donc avaient une bande analogique d'entrée de 25 MHz. Parce que vous savez que si on veut regarder un signal de 25 mégas de bande, il faut au moins l'échantillonner à 100 mégas de bande, c'est le théorème de Shannon. Donc, les composants classiques, c'était plutôt ce que j'ai écrit en fin de ligne. Et donc, Joe Mitola avait bien raison que la technologie a évolué, puisque si on regarde aujourd'hui le catalogue de Texas Instruments des composants classiques, ça c'est pas des composants exceptionnels, ben vous voyez que les composants actuels, ils font du 5 gigasamples par seconde, donc 5 milliards d'échantillons par seconde, sur 8 bits, dans une bande analogique d'entrée de 1,2 GHz. C'est-à-dire que... Alors, je vais même aller prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de la dernière ligne. Le composant, il fait du 6,4 gigasamples par seconde sur 12 bits, c'est-à-dire qu'il va avoir une meilleure précision. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on rajoute un bit, on gagne 6 dB de précision, c'est-à-dire qu'on améliore de 6 dB le rapport signal à bruit. Et avec une bande analogique d'entrée de 8 GHz. Ça veut dire quoi ? Qu'avec une fréquence d'échantillonnage de 6,4 gigasamples par seconde, on peut échantillonner un signal de 3 gigas de bande, n'importe où entre 0 et 8 GHz. Enfin, je veux dire, c'est une bête de course, c'est énorme. Et donc, ça veut dire quoi ? Que par rapport à la technologie de 1992, qui est plutôt celle-ci, on a gagné un facteur 100 en vitesse et on a gagné 4 bits. En plus, on a moitié plus de bits de qualité. Donc, effectivement, cette technologie a permis de passer un cap. Pour l'évolution de la technologie des processeurs, vous avez tous entendu parler de la loi de Moore. La loi de Moore, elle bosse pour vous. C'est-à-dire que vous faites un programme en 1992 qui va tourner sur une machine qui fait 20 millions d'opérations par seconde. Vous voyez, en 1989, un ordinateur 486. Pour ceux qui se rappellent de cette époque-là, ça faisait du 20 millions d'instructions par seconde. Vous faites tourner le même code en 2009, 20 ans après, vous avez gagné un facteur 4000. C'est-à-dire votre même code, il tourne 4000 fois plus vite. Donc c'est ça la software radio. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'efforts, c'est la technologie qui fait les efforts pour vous et vos calculs vont 4000 fois plus vite en 20 ans. Et alors aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur des choses, de l'état des processeurs, on n'est même plus capable de savoir combien de fois plus vite ça tourne, parce que maintenant un processeur, c'est plus juste une unité arithmétique et logique qui fait des calculs, c'est à la fois un processeur, à la fois un GPU pour gérer l'affichage sur l'écran, à la fois des systèmes on-chip avec de l'IA intégrée, des coprocesseurs d'IA. Donc je peux même pas vous dire officiellement, objectivement, je peux même pas vous dire combien de milliers de fois plus vite ça tourne par rapport à ceux d'avant, parce que on est passé même dans une autre dimension. Et c'est pour vous dire que là encore, tout simplement, c'est l'accélération des calculs qui fait le boulot pour vous quand vous faites de la radio logicielle. Moi, par exemple, j'ai rencontré aux États-Unis, au début des années 2000, des Américains qui avaient créé une start-up. Ils disaient, aujourd'hui, on est capable de faire une démodulation GSM dans un ordinateur, au jour où ils faisaient ça, en 2000. Il dit, on attend 5 ans, dans 5 ans, on fait tourner 100 récepteurs GSM avec le même code, dans un seul ordinateur. On attend juste que les ordinateurs sortent. Le gars, il a fait la une de Forbes, donc c'est un gars qui avait fait une thèse au MIT. D'ailleurs, c'était le fils de Damar Bose qui fait les enceintes Bose. Donc c'est pas n'importe qui, mais le gars, voilà, c'était ça sa start-up radiologicielle.
Alors, juste pour vous dire que ce genre de choses d'enseignement, on enseigne ça à l'université ici, donc à l'ISTIC, donc en master. L'ISTIC, c'est l'UFR d'électronique, enfin d'informatique et d'électronique de l'université. Alors, il faut bien savoir que, François, tu me corrigeras, sur 350 étudiants qui arrivent en première année, il y a 330 informaticiens et 20 électroniciens. C'est-à-dire qu'on a un mal fou à faire venir des lycéens dans nos filières. Sachant que nous, en sortie, tous nos étudiants sont embauchés tout de suite et les entreprises se les arrachent en tant qu'ingénieurs, même s'ils ont un diplôme de master, parce que les entreprises, elles n'ont pas assez de candidats, elles n'ont pas assez de rentrées. Donc si vous avez des enfants qui s'intéressent à ce genre de choses, dites-leur que la filière d'électronique, elle embauche à tire-larigot. On n'a juste pas assez d'étudiants. Donc en gros, il n'y a pas de secret, on a beaucoup d'étudiants étrangers. Moi actuellement, je suis en train de faire les sélections pour mon master. On a reçu 540 demandes pour 16 places. Vous voyez, on a 16 places en master 2, donc on va fournir 16 étudiants qui vont faire de l'électronique embarquée cette année seulement. On pourrait faire plus, mais on a 546 étudiants candidats. Je pense qu'il y en a 200... il y en a 350 qui, soit l'an dernier, soit il y a 2 ans, étaient en Afrique du Nord, ne faisaient pas leurs études en France. Donc, les élèves qui viennent de nos lycées, de nos collèges, on a très peu de candidats. Je pense que c'est par méconnaissance. Ils ne savent juste pas que c'est intéressant. Vous êtes les mieux placés pour le savoir. Et qu'en plus, ça embauche. Bon, c'est un appel... en général. Il y a aussi l'INSA à côté qui donne des cours sur ce genre de plateforme de software radio. Alors, concrètement, c'est quoi? Je vous ai dit, on va utiliser une carte qui va faire la conversion de fréquence. C'est ce qu'on appelle la carte SDR. J'appelle ça un périphérique radio, là, pour bien expliquer que c'est comme un périphérique qu'on plug sur son ordinateur, mais c'est une carte SDR. Donc, les cartes SDR classiques, c'est pour les radioamateurs, c'est-à-dire un tarif abordable, c'est la clé RTL SDR, la HRF, et puis il y a aussi des cartes USRP, mais qui coûtent déjà 3 500 ou 4 000 euros, quoi. Donc, du coup, c'est quand même un budget... Alors, nous, on en a pour nos manipulations de recherche et pour faire travailler nos étudiants. Mais bon, pour des radioamateurs, là, c'est autre chose. Et on les connecte à un ordinateur. Alors, soit on les connecte par port USB, c'est le cas pour ces 2 cartes que j'ai là, la HRF et puis la clé RTL SDR, ou soit pour l'autre, pour l'USRPN 210, on les connecte par Ethernet. Et sur l'ordinateur, on va faire tourner un IDE qui fait ce qu'on va lui dire de faire, s'il donne la possibilité qu'on conçoive notre chaîne, ou soit c'est un IDE tout fait. Donc on va voir ça. Alors, si je compare les cartes HRF et la carte RTL SDR. Bon, une carte HRF, ça coûte 320 euros. Ça coûtait 200 ou 250 euros avant le Covid. Mais vous savez, depuis le Covid, il y a la spéculation sur tous les composants électroniques. Donc là, c'est hyper remonté. Ça fait soit émetteur, soit récepteur, c'est-à-dire ça fait du half duplex. Ça ne peut pas faire émetteur et récepteur en même temps, ça fait soit l'un, soit l'autre. Ça fait 10 mégas de bande. Alors par rapport aux bandes radio amateurs, c'est énorme. C'est-à-dire que vous, quand vous émettez un signal, c'est quelques kilohertz ou quelques dizaines de kilohertz. Là, ça peut émettre jusqu'à 10 mégas de bande, donc vous ne pouvez pas faire du Wi-Fi, mais vous pouvez faire de la 3G, vous pouvez faire... On peut faire des signaux très très sophistiqués. Et la bande dans laquelle elle peut travailler, c'est entre 1 méga et 6 gigas. Donc en gros, avec cette carte-là, vous pouvez émettre ou recevoir n'importe quel signal qui peut aller jusqu'à 10 mégas de bande, qui est situé entre 1 méga et 6 gigas. Côté clé RTL SDR, alors elle, ce qui est génial, cette clé en fin de compte qui est à l'origine pour démoduler la TNT. Puis il y a des radioamateurs, je pense, qui ont fait un petit patch pour l'utiliser pour faire n'importe quoi, ce qu'on veut. Donc c'est une clé TNT qu'on appelle RTL SDR. Elle ne fait que réception, mais ce qui est génial, c'est qu'elle coûte 25 euros. Donc ça, c'est à la portée de n'importe qui, puis même d'un étudiant qui veut s'amuser. Par contre, elles ne peuvent voir en même temps, elle ne peut démoduler qu'une bande de 2,4 mégas, mais c'est largement suffisant pour toutes les applications radioamateurs. En revanche, le problème, c'est qu'elle ne descend pas très bas en fréquence. Vous voyez, elle ne descend pas en dessous de 25 mégas.
Or, vous, la plupart de vos applications sont quand même plus bas que ça. Mais si on veut faire d'autres choses, on parlait tout à l'heure de 433, de 868, ça c'est impeccable. Alors, où les acheter? Moi, je les achète chez Passion Radio. Donc, la clé RTL SDR, je vous ai mis le lien, je pense qu'on vous donnera les planches. Donc, vous pourrez seulement cliquer. Le lien pour aller directement sur Passion Radio. Pareil pour la clé AKRF qui, hier, j'ai vu, était à 319 euros. Je me suis dit, wow, elle a vachement augmenté depuis la dernière fois que j'en ai acheté. Voilà. Une chose importante pour vous, c'est la puissance d'émission des appareils. Alors, justement, je me disais, je comprends pas. La AKRF, qui fait émetteur et récepteur, j'ai jamais vu quelle puissance d'émission elle fait. Et en fin de compte, j'ai compris. Ah, si, ça repart. Bon, je vais parler plus fort.
L'énergie est notre avenir, économisons-la. BFM Business. Il est midi. BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour.
là, on fait par un Américain. Donc en anglais, comment faire un récepteur FM. Merci. Alors, du coup, comment... faut que je mette plus loin. Alors, faut que je parle moins fort. Bien sûr, on peut interchanger l'utilisation des IDE des plateformes, c'est-à-dire que je peux utiliser SDR Sharp avec la clé RTL SDR ou avec la HackRF, et puis je peux utiliser GNU Radio avec la clé RTL SDR et la HackRF. Tout s'interchange. En fin de compte, il y a une certaine indépendance entre le matériel et le logiciel. Quel que soit le matériel qui amène les échantillons IQ sur la machine, je peux utiliser n'importe quel logiciel pour les traiter. C'est ça qui est un peu aussi magique. Alors là, par contre, j'ai fait quelques planches qui sont plus techniques. Alors je ne sais pas si je vais vous noyer ou pas, mais je vous explique en gros qu'est-ce qui est fait dans une chaîne de démodulation et de modulation. Donc là, on est en démodulation dans la carte. Alors, je récapitule comment est fait un démodulateur universel super hétérodyne. Donc, vous avez l'antenne, un filtrage RF, un amplificateur faible bruit, et éventuellement d'autres filtres RF, et ça, c'est la partie RF. Ensuite, on fait la conversion de fréquence en FI, et ensuite, on fait une conversion de fréquence en bande de base, et c'est là que, normalement, si on veut faire un démodulateur qui est capable de démoduler n'importe quelle modulation, il faut passer sur 2 voies I et Q, d'où le fait qu'on va récupérer des échantillons, voilà, 2 voies I et Q, qu'on envoie sur l'ordinateur, où on fait les traitements. Donc, du coup, de quoi est composé notre système SDR? C'est composé d'une carte SDR qui fournit à l'ordinateur un signal en bande de base en voie I et Q. Et cette carte SDR, c'est ça. C'est la partie rouge. Elle fait ça. Donc c'est ce que j'écris ici. C'est ce que fait la carte RTL SDR ou c'est ce que fait la HackRF. Et puis ensuite, vous, votre ordinateur, c'est la partie à droite. C'est ici les traitements numériques. Et ça, c'est GNU Radio Companion ou SDR Sharp qui fait ce que vous voulez lui demander de faire. Et puis bien sûr, vous, alors ça, j'explique ensuite qu'il faut paramétrer dans le logiciel la carte. Dans GNU Radio, il faut paramétrer la carte pour dire à quelle fréquence on veut qu'elle travaille et sur quelle bande. En gros, c'est tout. Et puis vous, bien sûr, il vous reste toujours à faire votre antenne et puis éventuellement des amplis devant et tout ça. On a toujours besoin. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas un ampli de super qualité et tout. Donc si vous voulez faire vos choses avant, les amplis que vous voulez et vos antennes, c'est toujours à vous de les faire. Okay, donc ça, c'est pour la partie réception. Et pour la partie émission, on a exactement le dual. C'est la même chose. J'explique que c'est ce qui entoure en rouge que fait la carte RTL SDR, enfin pas la carte RTL SDR, elle n'aimait pas, mais la carte HackRF. C'est ce qui est fait dans la partie rouge. Et là encore, vous choisissez les paramètres à mettre dans GNU Radio pour paramétrer cette carte, la mettre à la bonne fréquence et à la bonne bande. OK. Alors, en fin de compte, le SDR a révolutionné la conception radio pour les produits commerciaux parce que ça permet aux industriels de faire un seul équipement pour faire plein d'applications. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous achetez un analyseur de spectre maintenant, vous savez, vous achetez des options et ils vous les actionnent à distance. C'est parce que c'est du software radio. Ils vous font changer la fréquence d'utilisation de votre appareil. Comment on peut changer une fréquence à distance? C'est juste que votre appareil que vous avez, il est dès le début capable de faire plein de fréquences, et ensuite, eux, ils ont juste à déverrouiller à distance un petit paramètre qui va, libérer le fonctionnement de votre appareil. Alors, pour les radioamateurs, si vous voulez, ça peut permettre à des gens de s'y mettre à pas cher, et puis pour commencer à s'amuser en écoutant, par exemple. Alors après, c'est beaucoup moins excitant que de faire tout soi-même, mais ça peut être complémentaire, ça peut être une activité complémentaire ou une activité pour mettre des gens aussi, pour les faire accrocher, si vous voulez. Moi, je vois ça comme ça. Alors, du coup, vous avez entendu parler sans doute des WebSDR. Vous avez tous entendu parler des WebSDR. Les WebSDR, c'est ça qui est pratique, c'est que c'est tout simplement des petites plateformes comme ceci. Alors, j'ai mis un lien qui explique ce que c'est, mais vous connaissez tous, et c'est des petites plateformes qui sont mises comme ça à distance, et comme elles sont reliées à un ordinateur, c'est naturellement, vous vous y connectez, et là, vous accédez à leur soft comme SDR Sharp que je viens de vous montrer, et vous paramétrez, et c'est vous qui allez écouter les bandes que vous voulez.
Donc là, j'ai mis la liste de quelques-unes des web SDR qu'il y a. Donc il y en a dans le monde entier. Donc vous pouvez écouter des signaux qui sont du monde entier, puisque sur place, vous avez une carte comme ça. Et puis vous, à distance, vous allez actionner son soft. Donc ça, c'est le Qatar Oscar. Donc c'est un satellite, c'est ça, c'est un transpondeur qui est dans un satellite. Donc voilà, ça c'est de l'université de Twente, donc si vous voulez entendre des choses aux Pays-Bas. Il y en a en Russie, d'ailleurs en Russie ça m'étonnait, mais ils sont bien actifs. Alors je sais pas, j'en ai vu qui étaient bien actifs pas très loin de l'Ukraine, et ça m'étonne que ce soit autorisé, parce qu'en gros vous pouvez accéder à des signaux radio, du spectre radio, qui est pas très loin d'un front de guerre, enfin bref, ça m'a surpris. Voilà, et donc là, il y en a partout, dans le monde entier. Si vous voulez écouter les signaux du monde entier. Et là, juste pour faire une planche de conclusion, c'est que Joe Mitola avait inventé en 1992 le mot radio-logiciel, software radio, et en 2000, il a répété l'exploit, entre guillemets, il a inventé le mot cognitive radio, c'est-à-dire radio intelligente. Et en fin de compte, une radio intelligente, c'est quoi? C'est une radio qui est donc configurable, flexible, comme on a dit à propos de la radio logicielle, mais qui va pouvoir s'auto-reconfigurer. C'est-à-dire qu'elle va détecter certains signaux, et en les détectant, elle va se dire, si je veux mieux fonctionner, je sais, parce que je capte cette information, que pour mieux fonctionner, il faut que je me reconfigure pour me mettre dans on va dire un fonctionnement différent. Et ça peut être fait pour économiser la batterie, par exemple. Parce que des fois, on fait tourner des algos qui sont nécessaires dans des conditions difficiles, mais quand on n'est pas dans ces conditions difficiles, pourquoi les faire tourner? On dépense de la batterie pour rien. Vos téléphones, ils sont conçus pour travailler, dans le pire cas, celui où vous êtes aux toilettes du sous-sol chez vous, alors que la plupart du temps, vous êtes dehors et vous avez une station de base à moins de 200 mètres de vous. Et donc, il fait plein de calculs qui sont inutiles. Mais il est obligé parce que c'est pas justement une radio intelligente. C'est juste une radio qui fonctionne de manière assez standard. Alors, il y a quelques paramètres qui se règlent, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait faire. Du coup, vous surconsommez la plupart du temps. Votre téléphone, il surconsomme quand il fonctionne. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le cycle intelligent. Et ce cycle intelligent, quand on l'implique dans un téléphone, on se retrouve avec un téléphone radio-logiciel qui capte des infos via son antenne, on fait un peu de traitement du signal, on en déduit des choses qui se passent. Je suis en visibilité directe, je suis pas en visibilité directe, je suis très perturbé, je suis pas très perturbé, il y a beaucoup de monde autour, il n'y a pas beaucoup de monde autour, et en fonction de ça, on pourrait simplifier le fonctionnement du téléphone. Bon, c'est juste pour vous dire que ça, c'est les sujets de recherche sur lesquels on travaille nous-mêmes. Et là, du coup, à l'intérieur, vous pouvez embarquer soit du traitement du signal, c'est comme ça qu'on appelait ça avant, puis aujourd'hui, ça fait bien de dire qu'on embarque de l'IA, mais c'est la même chose que du traitement du signal, c'est pas plus intelligent que du traitement du signal. Voilà, c'était pour conclure ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non. Alors 0, c'est d'autres cartes. 0, c'est vraiment les très basses fréquences. On est obligé de prendre des cartes de numérisation qui sont des cartes différentes. Il y a un problème autour de 0. Ouais. Ben oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que j'expliquais là. C'est une des limitations. Oui. Bonjour. Ben non, là je pense que l'analogique sera toujours indispensable pour ça.
Ouais, voilà. La tête à chef sera toujours nécessaire, indispensable. C'est pour ça que quand on parle de radio logicielle, tous les gens qui travaillent dans l'électronique analogique et tout se sentent ont un peu peur. Ils se disent merde, on va perdre notre boulot, quoi. Mais en fin de compte, non, parce que cette expertise-là va toujours être importante, parce que ça, quoi qu'il arrive, si vous numérisez pas les bons signaux, c'est dur de faire quelque chose. Donc, il faudra toujours réussir à numériser les bons signaux. Et pour ça, un pré-traitement analogique, à mon avis, sera toujours indispensable et sera d'autant plus, important, ou aura d'autant plus d'importance. Donc ces gens-là qui sauront faire ça garderont une expertise qui sera toujours très demandée. Les industriels qui ont des gens de nos générations qui commencent à partir à la retraite et qui veulent embaucher des jeunes, ils paniquent. Hein, parce qu'ils trouvent très très peu de jeunes qui sont intéressés, qui ont envie de faire ça. Donc, ils se rendent bien compte qu'il va toujours falloir garder cette expertise. Oui ? À votre connaissance, est-ce qu'il existe des logiciels SDR pour les originaux qui n'utilisent pas de PC mais des Mac ? Alors oui, je pense. Alors déjà, tous ces logiciels existent en général sur Linux aussi. Et je pense que sur Mac, oui, j'ai des collègues qui utilisent des Mac et qui font tourner ce genre de logiciel. Je pense. Franchement, il faudrait vérifier, hein, mais je pense que oui. Oui. Par rapport à l'accessibilité technique de Win Radio, si on veut se plonger dedans, ça demande du travail. Franchement, un récepteur FM, alors un analyseur de spectre, c'est ça. Donc un analyseur de spectre, vous avez, alors malheureusement, la version de Windows que j'avais un PC avant qui avait la même version de Windows, je télécharge GNU Radio, ça marchait très bien. Là maintenant, je ne peux faire tourner qu'une simulation, c'est-à-dire dès que je me connecte à une carte, mon GNU Radio ne marche pas sur ce PC. Alors j'attends qu'il y ait une nouvelle version GNU Radio qui sorte, qui me le corrige. Mais normalement donc, tu vois, je branche ma carte là, je fais ce schéma-là. Alors ce schéma-là, vous voyez, le Osmo comme source, c'est le bloc qui me permet de paramétrer cette carte-là. C'est-à-dire que je choisis la fréquence. Alors vous voyez, alors la fréquence c'est 100 MHz. Là je suis à 100 mégas. Et la fréquence d'échantillonnage de la carte, c'est-à-dire la bande que j'observe, 2,4 mégas. Et derrière, je mets rien que l'un des deux. Ça, c'est le spectre, c'est la vue spectrale. Et ça, c'est la vue waterfall. Et déjà, j'ai la même vue que SDR Sharp, en faisant que ça. Tu vois, là, tu n'as pas besoin de compétences. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin de données qu'un seul ingénieur connaît. Il faut juste avoir idée de ce que ça représente la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire que ça va fixer ta largeur de bande, puis ensuite, à quelle fréquence porteuse tu vas aller chercher. Et un récepteur FM, je dois en avoir un là, c'est quelques blocs de plus, et il se trouve qu'il y a des tutos qui existent. Et je vous ai mis une vidéo d'un tuto en anglais. Alors, le récepteur FM. Non, ça c'est ce que m'ont rendu les étudiants. Non aussi. Bref, le récepteur FM, c'est quelques blocs, et franchement, en essayant de le faire tout seul, je ne dis pas que c'est évident, mais en suivant le tuto, mince, je ne l'ai pas ici. Non plus. GNU Radio tuto, non, bon, mince, je ne retrouve pas. Mais c'est pas inabordable, quoi. Et puis après, on trouve vraiment des infos sur le web, quoi. Alors, je vous ai mis un tuto tout à l'heure en ligne, mais qui est en anglais, pour faire le récepteur FM. Franchement, vous commencez avec ça, c'est très bien. Hein. Et puis, avec les infos que je vous ai données là, je vous ai dit où aller le télécharger, chercher à le télécharger. Vous suivez ce tuto-là, franchement, il n'y a pas quelque chose j'ai pas encore vu quelque chose pour les radios amateurs qui soit vraiment fourni clé en main, c'est vrai. Là, par exemple, c'est le tuto en anglais pour faire le récepteur FM.
Hello, this is John Malsbury with Edis Research. We're creating this video to give... Vas-y, excuse-moi. Non, oui, bien sûr. D'accord. Non, Stéphane fait pas mal aussi de ce côté-là, en WebSDR. Donc c'est vrai que c'est une piste qui va prendre de plus en plus d'importance à notre niveau. C'est toi qui les avais écrits Non. J'ai pas écrit, mais j'ai été impliqué dans une radio à une époque. Ouais, d'accord, ok. Je te rappelle le micro. J'ai programmé Ah ben, si tu veux la mettre. Donc voilà, là, si vous voulez, là, ils n'ont pas mis le bloc qui permet d'avoir la clé RTL-SDR. Ils ont mis le bloc USRP, c'est pour les boîtes USRP dont je vous ai parlé, mais qui coûtent 4 000 €. Mais c'est le même bloc qui permet de recevoir c'est la tête RF, quoi. Et donc là, vous voyez, il est en train de changer les deux paramètres dont je parlais, c'est-à-dire le samp rate et la center frequency. Et puis, il montre comme ça, pas à pas, comment il va mettre. Il y a 6 ou 7 blocs seulement pour le récepteur FM, dont un, c'est wideband FM receiver. Donc, c'est récepteur FM large bande. Après, c'est juste des histoires d'adaptation de la fréquence d'échantillonnage, parce qu'à l'entrée, vous allez avoir des échantillons à une certaine fréquence, et à la sortie, si vous voulez écouter sur votre carte son, il faut que ça tourne à 48 kHz ou 32 kHz. Donc, la plupart des blocs, c'est juste des blocs d'adaptation de rythme pour qu'on arrive de la fréquence d'échantillonnage à gauche, qui va être fonction de la carte, à juste 32 kHz ou 48 kHz à la sortie. Donc, François, ouais, il peut vous montrer la... Bah, tiens, je te laisse. Voilà, c'est le web récepteur de l'université de Twente aux Pays-Bas. Je l'utilise énormément dans l'enseignement parce que c'est très pratique et ça forme un peu les étudiants sur ce genre de choses. C'est le seul site qui fait quasiment 30 mégas d'un bloc. Donc là, tout ce qui est bleu, c'est le spectre de 0 à 30 mégas. Et ça permet déjà au premier coup d'œil de voir que la propre HF, c'est pas la peine de s'y intéresser beaucoup aujourd'hui, parce que le spectre il est quasiment vide. Il était à peu près pareil au moment de l'éruption solaire et de l'aurore. Ça a nettoyé complètement le spectre. Donc après, on peut zoomer, on peut faire plein de choses. Alors, c'est que des modulations analogiques sur ce site-là. CW, BLU, AM, FM. On peut les choisir. On peut zoomer. On peut voir quels sont les émetteurs présents, quelle est la densité d'activité, quelle était un peu l'occupation spectrale de chaque signal. Voilà, c'est qu'un récepteur. Alors, il y a la même chose en émission amateur de plus en plus. Alors, pas en web, mais en émetteur-récepteur SDR. Ça prend de plus en plus. On a quelques OM dans le 35 qui sont un peu spécialisés, qui n'ont pas pu malheureusement venir aujourd'hui, ce matin, qui utilisent ça très, très régulièrement et en remote. Ça devient de plus en plus aussi la mode. En remote, donc distant de leur QRA et leur station émission-réception et à quelques kilomètres ou à quelques milliers de kilomètres. Il y en a qui font des FY et des concours radioamateurs depuis FY, mais depuis la France, installés chez eux en Bretagne ou autre part. Et ils gèrent les pile-up depuis leur... Alors évidemment, il ne faut pas que ça tombe en rideau côté Guyane, parce que le on-off, il met un peu de temps à redémarrer. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça, puisque tout à l'heure, il a montré le lien sur le web SDR. Donc si ce midi, il y en a quelques-uns parmi vous qui veulent qu'on essaye d'installer SDR Sharp et puis faire tourner avec une clé RTL SDR sur leur machine, si vous avez votre PC ici, on peut s'amuser à faire ça. Je serai sans doute pas là après, dans le reste de l'après-midi, donc c'est plutôt ce midi qu'on pourrait faire. Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé.